Bonjour Ilona, bonjour Frati, bonjour Maoré Omarez. Désolé pour les embouteillages, mais bon, Les on est auditeurs arrivé comprendront. Donc, à bon port. mardi, pas de barge pour beaucoup d'usagers, notamment ceux qui devaient prendre l'avion. Alors, parmi les revendications, ou du moins ce que dénonçaient les agents, c'est que les conditions de sécurité ne sont pas respectées à bord des barges. Ils estiment aussi que leurs conditions de travail ont continué de se dégrader au fil du temps. Le jour même, vous avez reçu une délégation. Quels sont les compromis qui ont été trouvés? Oui, tout d'abord, je tenais à saluer quand même cette rencontre qui a été dans une discussion apaisée et réfléchie avec des gens responsables qui sont conscients en fait des difficultés que nous traînons depuis un certain moment. Effectivement, le STM rencontre des difficultés parce que c'est un service déjà public qui est géré difficilement depuis de nombreuses années parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Ben, comme vous le constatez, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, c'était de mettre les infrastructures à niveau. Donc, vous avez pu vous rencontrer que il y avait des trous dans les jetés, des gros trous, et actuellement, nous sommes en train de travailler sur des quais, notamment de Dzaoudzi, pour remettre à niveau ces infrastructures. Et nous allons prochainement également travailler sur les quais de Mamoudzou. Deux grands projets sont lancés pour la construction des gares à Dzaoudzi pour abriter les passagers qui sont, qui sont abrités dans des conditions peu favorables. Et du coup, effectivement, nous avons commandé deux barges qui sont arrivées, nous avons acheté deux barges, la Chatouilleuse et Liman, qui sont arrivées à un temps record pour améliorer les conditions des passagers. Et maintenant, nous avons entrepris un travail de changement pour améliorer les finances du STM par rapport aux tickets anciens qui étaient tickets papier. Nous sommes entrés dans des cartes. Nous allons encore améliorer ce système pour rentabiliser davantage l'exploitation du STM. Et pour ce qui est des conditions de travail des agents. Justement, mais j'en viens, mais je vous explique un peu tout ce qui a été fait jusque-là. Effectivement, il y a eu un déclenchement de l'article 40 par rapport à ça. Donc, nous devons mettre en sûreté, en sécurité, d'abord les passagers. Les agents, les bateaux sont aux normes. Le problème, c'est que des manquements dans certains bateaux, comme des bouées de sauvetage, comme des entretiens sur ces infrastructures qui ne sont pas régulièrement entretenues. Par moment, ils parlent des toilettes, mais les toilettes qui sont utilisées, qui ne sont pas réparées. Et il en va aussi de la responsabilité des agents de signaler lorsqu'il y a des soucis et de pouvoir intervenir. Donc moi, en tant que vice-président, je ne peux pas savoir si à un moment donné, il y a de toilettes défaillances et il en va de la responsabilité de l'administration de pouvoir intervenir sur ces choses-là. Il y a également des revendications sur des dortoirs qui datent depuis longtemps parce qu'il y a des agents qui dormaient dans les barges. Ils avaient peur de rentrer chez eux pour des conditions de sécurité qui sont, sur l'île. Et ces dortoirs, effectivement, n'étaient pas du tout accueillants pour permettre aux gens de dormir. Donc, nous avons entrepris des achats pour améliorer les conditions d'accueil, d'hébergement, de logement de ces agents. Également sur les prescriptions, parce que le gros problème, il parle de prescription des bateaux. C'est prescription. Donc, nous avons recruté un cabinet spécialisé dans le domaine maritime et il nous accompagne actuellement pour pouvoir mettre aux normes les prescriptions. La grosse condition qui bloque ces prescriptions, c'est le comptage des passagers. Et effectivement, il y avait des machines qui sont désuètes aujourd'hui, qui devaient être comptées, mais nous allons nous allons mettre d'autres moyens, notamment des caméras de comptage qui permettront en temps réel de savoir exactement le nombre des passagers qui sont montés. Parce qu'il y a deux entrées, voire trois entrées. Il y a l'entrée véhicule, il y a l'entrée de l'autre côté, et vous savez que les gens passent un peu partout pour rentrer. Des moments, même quand les portes sont fermées, il y a des gens qui arrivent à rentrer et que on n'arrive pas à les compter. Et il faudrait qu'on sécurise l'ensemble des entrées au niveau du STM pour permettre d'avoir un réel comptage entre le comptage sur terre et le comptage sur les bateaux
que ça soit le même comptage. Donc, c'est un des points noirs, effectivement, le comptage de passagers, qui n'est pas juste de compter des gens, mais qu'il faut identifier les enfants, les femmes, les hommes, les adultes. Donc, c'est pas un comptage si simple que ça, c'est un comptage assez sophistiqué que nous devons mettre en place. C'est pourquoi il y a des difficultés, effectivement, il y a aussi, qui nous retardent dans ces conditions de prescription. Il y a aussi la question de la validation des permis de navigation pour toutes les barges, parce que ce problème, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et faute de validation de permis, les bateaux ne sont pas assurés. Pourquoi à l'heure actuelle, le problème n'est toujours pas résolu? Les bateaux sont assurés. Les autorisations de navigation, c'est ce que je viens de vous dire, dépendent des prescriptions. En fait, il y a ce qu'on appelle le code ISM. C'est ce code ISM qu'il faut respecter. C'est un code international de navigation qui pose un certain nombre de conditions pour permettre aux bateaux de rouler en toute sécurité. La première condition, c'est d'avoir des commandants avec des permis. C'est les commandants qui doivent avoir les permis en fonction des catégories des barges. Parce qu'aujourd'hui, nous avons acheté des barges beaucoup plus importantes et on demande des qualifications des commandants beaucoup plus importantes. On a des captains 500, mais il nous faudrait carrément des captains 700, voire des captains 3000. Donc, il y a aussi le problème de la qualification et des formations, du coup. Donc, du coup, il y a aussi ce problème et il faut faire un recyclage de formation de ces agents régulièrement. On a un plan de formation. Effectivement, par moment, il y a des difficultés de l'exécuter. Et il faudrait régulièrement que ces commandants fassent un cycle de recyclage de formation pour permettre de mettre à jour en fait leur permis eux-mêmes de navigation. Après, les permis bateaux, c'est autre chose encore. Donc, il y a les permis de qualification pour les commandants et il y a les permis de navigation qui permettent aux navires de pouvoir naviguer. Donc, c'est deux choses différentes et les gens ont tendance à confondre le permis de navigation et le permis bateau. Les bateaux sont assurés. Il n'est pas de permis de navigation, mais ils sont assurés. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de personnes qui sont transportées. Quels sont peut-être les chantiers en cours ou qui sont à l'étude pour améliorer, renforcer le service? Et justement, qu'en est-il des rotations maritimes au départ de Dembéni et du Nord qui étaient normalement en projet? À quand la mise en place de ces lignes maritimes? Oui. En fait, le projet maritime des navettes, c'est les navettes maritimes il devait démarrer de Mamoudzou à Longoni. Le problème, c'est qu'on avait identifié un site à l'intérieur du port. Et à l'intérieur du port, on ne peut pas faire descendre des passagers. C'est parce qu'il y a comment on appelle ça, des câbles et des pipelines qui transportent du fuel pour alimenter EDM et pour alimenter Total. Et on ne peut pas faire descendre des gens dans ces zones, puisque cette zone qui a été identifiée est une zone de sécurité protégée. Et du coup, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce projet, nous n'avions pas la connaissance de ces problématiques. Et donc, nous étions obligés de localiser le projet et de faire d'autres études sur notre site à Bandabois et qu'on appelle Guédajou, c'est pas Guédajou. Donc, actuellement, on est en étude vers cette zone pour permettre effectivement de requalifier, déplacer ce projet qui ne peut pas, être réalisé à l'intérieur du port de Longoni. Et pour ce qui est de l'autre côté, à Dembéni? Pour ce qui est de Dembéni, il y a eu des amalgames en fait sur le projet parce que l'Académa souhaitait faire le même projet et il était question qu'on puisse mutualiser ce projet ensemble, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que l'Académa souhaitait porter son propre projet. Et nous, on souhaitait quand même que, vu que nous sommes, chefs de file sur le transport à Mayotte, nous avons voulu quand même réaliser ce projet. Et malheureusement, jusqu'alors, on n'a pas trouvé un terrain d'attente. On n'a donc pas de date On y travaille, on espère trouver un terrain d'attente, mais on y travaille, on espère qu'avec la nouvelle équipe, on puisse se mettre d'accord. Je profite de votre présence, puisqu'on parle de barges, ce sont elles qui nous amènent donc en petit air pour aller prendre l'avion, tout simplement. Pas plus tard, c'est en début de semaine, il y a un avion qui n'a pas pu atterrir
il y avait un problème au niveau du système de freinage, mais en temps normal, l'avion avec même ce voyant peut atterrir, mais à Mayotte, il ne peut pas en raison de la piste courte. Le rallongement de la piste a été écarté. C'est plutôt un projet d'un nouvel aéroport en grande terre. Pour vous, c'est un échec? Ce n'est pas un échec, c'est une déception. J'ai toujours lutté et je maintiens toujours que depuis nos aïeux, c'est depuis l'époque de Marcel-Henri Bamana, ils ont déjà fait un plan en fait. Il y avait déjà un plan, le PAD, qui avait arrêté ce site pour que l'aéroport soit fait. Il y a eu des études sur une piste convergente et tout a été fait. Et du jour au lendemain, on nous sort effectivement ce problème du gong et puis maintenant c'est passé au volcan. Donc moi j'ai expliqué la dernière fois lors de mes entretiens avec la direction générale du transport, du ministre des Transports sur la loi Mayotte, j'ai clairement dit mon opposition quant au déplacement de l'aéroport parce que leur argument ne tient pas. Ils disent que en raison du volcan qui est à 50 km, nous ne pouvons pas, à terme, si le volcan éclate ou s'il y a, une montée des eaux, donc l'aéroport va être inondé. Moi, je leur ai dit, dans ce cas, il faut évacuer l'ensemble de la petite terre parce que si l'aéroport est inondé, c'est l'ensemble de la petite terre qui va être inondé et il faut complètement réfléchir un moyen de déplacer la population de Petite Terre, d'aller l'installer à Longoni. Étant donné que le niveau de l'aéroport, de la piste, c'est le niveau des habitations que nous avons. Donc, est-ce que le Mahorais, aujourd'hui, ne vaut rien par rapport à la piste de l'aéroport? C'est ma question, puisque l'aéroport, normalement, est au service des habitants, et ce n'est pas les habitants qui sont au service de l'aéroport. Donc, je souhaite que l'État soit clair et cohérent dans ses explications, puisque au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un leurre et on est en train de nous prendre pour des enfants. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette manière de raisonner, puisqu'on est parti du gong. Aujourd'hui, on parle de montée des eaux et du volcan. Donc, dans ce cas, il faut traiter le problème sur son ensemble et déplacer la population de Petite Terre, nous trouver un endroit où nous allons, l'ensemble de la population de Petite Terre sera installée avec l'aéroport de Petite Terre, avec ses habitants. Et on reste toujours à l'aéroport du côté de la Petite Terre parce qu'elle devait déployer ses ailes dans le ciel mahorais courant juillet. Je parle de la compagnie Flydy. Nous sommes courant avril plutôt, et nous sommes en juillet. Où en est le projet? Le projet, c'est qu'au département, nous n'arrivons pas à se mettre d'accord. Il y a des tergiversements des uns et des autres. Et que moi, je porte le projet, mais l'ensemble de mes collègues ne sont pas convaincus puisqu'il y a des tergiversements. Donc, il y a une étude qui a été lancée à l'interne pour pouvoir étudier la possibilité pour que le département puisse accompagner ce projet. Malheureusement, c'est long. Et voilà, moi, je suis déçu parce que j'aurais pensé qu'il y ait unanimité compte tenu de nos difficultés. En ce moment, en période des vacances, on n'arrive pas à avoir des places. Surtout qu'elle promettait des prix, on va dire, oui, il y avait raisonnables. des prix très attractifs et très intéressants. C'est quoi la différence entre le projet Flyly et Zena? Pourquoi soutenir l'un par l'autre? Non, la question de ne pas soutenir, de faire deux choix. La question, c'est d'accompagner tous les projets qui viennent sur le territoire. Le projet Zena n'a jamais été fermé. C'est que le projet n'est pas mûri. À l'époque, lorsqu'ils sont venus nous voir, il n'y avait pas du tout de cabis, il n'y avait pas du tout de la documentation, je vais dire officielle, pas de compte à la banque, pas... Bon, je ne vais pas tout détailler, mais il n'y avait pratiquement rien. C'était un projet oral. Entre-temps, ils ont ouvert leur entreprise, mais ils sont encore beaucoup loin. Ils n'ont pas d'appareil, ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas de garantie sur les ateliers de maintenance, puisque dans les avions, il y a ce qu'on appelle l'atelier de maintenance qui garantit l'entretien des avions. Et ces ateliers coûtent énormément cher pour avoir cette garantie. Donc, ils sont en train de travailler. Nous, on n'est pas fermés pour les soutenir. Mais il y a un projet qui est là, qui ne demandait pas énormément d'apport. On était prêt à les soutenir également. Parce que lorsqu'il y aura de la concurrence, il y aura une baisse de prix significative pour les Mahorais. Et c'est ça l'objectif dans le domaine économique. Il faut qu'il y ait de la concurrence.
Mais même si on soutenait que Zena et qu'il y ait une entente entre Zena et Eurostral, le problème ne changera pas. Il y aura toujours des prix extrêmement chers. Et nous, l'objectif, c'est de faire baisser les prix. Et donc, c'est de pouvoir ouvrir le ciel mahorais à toutes les compagnies qui veulent bien venir chez nous. Et voilà la stratégie que je pense qui est bonne. Ce n'est pas soutenir Zena ou Flyly, c'est de soutenir toutes les initiatives qui peuvent être sur le territoire. Et pour en revenir à la compagnie Flyly, vous parlez que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est sur quel point que vous tergiversez? Sur le point de participation, justement, parce que certains pensent que nous allons pas, si nous soutenons Flyly, nous ne soutiendrons pas Zena, alors que l'engagement n'est pas du tout à la même hauteur. Flyly, il demande une somme dérisoire par rapport à Zena. Zena, il réclame une somme importante, contrairement à Flyly. Parce que Flyly a déjà ses avions, a déjà toutes ses compagnies, son personnel, ils sont prêts à naviguer. Mais ils souhaitaient un accompagnement du département pour montrer notre volonté d'aller avec eux, de les accompagner, tout simplement. Et c'est quoi l'écart entre les sommes qui sont demandées? Bon, je n'ai pas envie de créer des polémiques, mais l'écart est important. On n'est pas, bon, il faut se rapprocher auprès des compagnies. Je n'ai pas envie de créer, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que quand tu viens demander une aide, c'est que tu as un petit peu qu'on t'aide, mais tu viens pas avec zéro dire qu'il faut qu'on t'aide à 100%. Surtout que c'est une initiative privée et que le département, on nous vend pas les actions comme Flyly où ils nous offraient des actions. Ils étaient prêts à ce qu'on prenne jusqu'à 51% de part des actions sur Flyly. Contrairement à Zena qui nous proposait, qui demande que des subventions, mais ne nous proposait pas de prendre des parts sur la compagnie. Et le département, il fait quoi pour justement essayer de négocier avec Eurostral ou pour que les prix ne soient pas aussi élevés? Mais il y a déjà, le département, via la CCI, avait pris des parts sur EWA et qu'il y a eu quelque part un problème de compréhension avec EWA et on nous avait vendu que ça serait notre compagnie. Lorsque nous avons voulu racheter les parts d'Eurostral pour avoir la majorité sur EWA, on nous a dit, clairement dit que ça ne sera pas possible, une fin de non-recevoir. Et du coup, c'est pourquoi nous cherchons d'autres partenaires à pouvoir nous accompagner sur le territoire. Voilà le problème qu'il y a eu. Donc, les Réunionnais ont dit que EWA, c'est une société réunionnaise et n'est pas mahoraise. Et du coup, bon, nous, il faudrait bien qu'on trouve d'autres possibilités de pouvoir faire sortir notre territoire de l'enclavement. Parce que l'objectif, c'est de faire sortir Mayotte du désenclavement. Dernière question, Air Tanzania avait obtenu les droits de trafic, mais il y a des blocages, ce sont lesquels? Pour Air Tanzanie, je pense que c'est un problème de chez eux directement. Et je n'ai pas exactement les réponses, mais nous, on les attendait. Ils avaient déjà eu 2 autorisations, mais peut-être au niveau logistique, ils n'étaient pas prêts à venir sur le territoire. C'est pas peut-être Eurostral derrière qui fait de la pression? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais vu que ce n'est pas la même ligne, normalement, ça ne devrait pas être Eurostral. Mais après, je ne suis pas sur le secret de Polichinelle, sur les stratégies des compagnies des uns des autres. Mais bien sûr, Eurostral ne voit pas d'un bon œil l'arrivée d'une compagnie à Mayotte qui pourrait concurrencer la ligne Réunion-Mayotte, clairement. Et c'est la ligne que vise Flyly. Ok.